Dans le cadre de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, AMEX Sénat, nous souhaitons auditionner cet après-midi Nicolas Grivel, qui est directeur général de la Caisse nationale d'assurance famille. En ce qui concerne le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, la PLACS. Voilà, donc cette audition est l'objet d'une captation vidéo. D'accord, qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat. Même si ce n'est pas l'AMEX qui fait le rapport sur cette nouvelle disposition législative, nous intervenons bien entendu dans le cadre de cette mission en complémentarité de la Commission des affaires sociales. Alors cette année particulière, puisque la Cour des comptes n'a pas certifié les comptes 2022 de votre Caisse nationale d'allocation familiale, en raison de l'augmentation de la proportion des paiements erronés. Par exemple, dans le cas de l'indicateur à 24 mois, les erreurs à la hausse ou à la baisse pour les prestations versées en 2021 étaient de 7,6% du montant total des prestations, 5,8 milliards d'euros, c'est quand même important, contre 5,5% dans le cas des prestations versées en 2019. Donc je vais vous inviter, monsieur le directeur général, dans un premier temps, à nous présenter les faits marquants de l'exécution 2022 et en particulier ce refus de certification de la part de la Cour des comptes et également votre réaction à ce sujet. Ensuite, nous poserons un certain nombre de questions. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Ravi de pouvoir échanger avec vous à ce sujet, qui est un sujet évidemment important et un sujet qui, par ailleurs, au regard de cette actualité forte que vous avez mentionnée, a pu donner lieu à des interprétations parfois un tout petit peu rapides. Et donc, ça donne aussi l'occasion de vous expliciter le cadre dans lequel cette discussion se passe. Effectivement, dans le cadre de la nouvelle loi dite l'Axe sur les comptes de la sécurité sociale, mais on aurait pu avoir la même discussion indépendamment sur les certifications, puisque c'est un exercice annuel, bien évidemment, et que c'est la première fois depuis 2011 que la branche famille ne voit pas ses comptes certifiés. Donc on a plutôt l'habitude d'être certifié en temps normal, et évidemment tant mieux dans cet exercice important mené par la Cour des comptes. Déjà, je voulais, si vous le permettez, Monsieur le Président, relever que dans l'appréciation portée par la Cour des comptes, et je vais largement y revenir, il ne s'agit pas d'appréciation comptable, il ne s'agit pas d'erreur dans les comptes de la branche famille. Les comptes de la branche famille relatent fidèlement la réalité des paiements et des flux financiers qui ont été les nôtres en 2022 comme les années précédentes. Il n'y a aucun sujet de nature comptable avec la Cour des comptes, et qui est tout à fait sereine sur la qualité des comptes au sens vraiment comptable du terme. Le sujet qui est posé, qui est un vrai sujet, c'est un sujet de contrôle interne, un sujet de maîtrise des risques, au regard de l'ampleur des prestations que nous gérons, de la grande complexité de ces prestations et de leur caractère relativement fragile dans les erreurs qu'elles peuvent générer de la part des allocataires dans les déclarations. C'est-à-dire que le gros des risques que vous avez mentionnés, y compris dans les chiffres que vous avez mentionnés, renvoie à des logiques de qualité, ce qu'on appelle de manière très technocratique, les qualités des données entrantes, c'est-à-dire les qualités dont on bénéficie pour liquider les prestations. Et ces données sont, pour une part et pour certaines prestations, issues des déclarations des allocataires. Et donc c'est beaucoup de ce côté-là qu'il faut chercher sur la fragilité de notre système de prestations. C'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours, qui n'a rien de nouveau, mais plusieurs phénomènes se sont passés ces dernières années et ont dégradé la qualité de ces données entrantes et dont ont dégradé nos indicateurs de risque. Peut-être quelques mots sur la façon dont on mesure ces indicateurs de risque, puisqu'en fait la Cour des comptes utilise, et d'ailleurs salue de manière générale, les outils qu'on a mis en place pour mesurer ces risques, et les utilise, et c'est d'ailleurs sur la base de ces outils qu'elle a pris cette décision. On a un certain nombre d'indicateurs de qualité qui sont mentionnés et utilisés. Les indicateurs, en l'occurrence celui que vous avez cité, sont des indicateurs dits de risque résiduel, c'est-à-dire que chaque année, on fait des études sur échantillonnage, on prend 6000 dossiers, qu'on va contrôler de manière exhaustive et intensive, j'allais dire, à un recul
avec un recul de temps variable. Il y a un indicateur à 9 mois, un indicateur à 24 mois, qui sont nos deux indicateurs de référence, pour regarder, une fois que ces dossiers sont passés à travers tous les tamis, des vérifications, rectifications, contrôles, ce qui reste comme risque sur ces dossiers. Donc c'est une approche statistique sur 6000 dossiers de ces risques, mais qui a une vraie valeur statistique, et on est attaché à ces outils de mesure. Et c'est ces outils qui nous ont aidés à mesurer la dégradation forte et avérée, et on ne la conteste pas du tout dans les chiffres qui sont mentionnés par la Cour, ce sont nos chiffres, dégradation forte et avérée de ces risques depuis 2019. Qu'est-ce qui mesure ces risques? Il mesure le risque que dans le système de délivrance de nos prestations, on est dans un sens ou dans un autre, que ce soit au détriment ou au bénéfice de l'allocataire, ce qui aurait dû générer un indu ou un rappel, on est des éléments de risque qui n'ont pas été rectifiés à l'issue des différents contrôles auxquels on peut procéder. C'est-à-dire que c'est grosso modo la différence de ce qu'on aurait si on avait contrôlé de A à Z l'intégralité de tous nos dossiers à toutes les étapes du processus, et qu'on avait identifié l'intégralité des facteurs défectueux dans cette délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? Déjà, peut-être un premier élément, c'est que ces indicateurs n'ont quasiment pas bougé entre 2021 et 2022. C'est-à-dire que la Cour a certifié nos comptes en 2021, ne les certifie pas en 2022, sans que ça constitue pour autant une surprise pour nous, malgré cet élément de relative stabilité, de stabilité forte de nos indicateurs. C'est qu'en fait, ces indicateurs se sont surtout dégradés entre 2019 et 2021. Et notamment les années 2020 et 2021, où la Cour a procédé par éléments de compréhension et d'empathie, j'allais dire, vis-à-vis de la branche famille et de la sécurité sociale, compte tenu du double contexte du Covid en 2020 et 2021, et de la réforme des aides au logement, très profonde et très complexe. On a déjà eu l'occasion d'en discuter en 2021. Simplement, la Cour nous avait dit, et c'est pour ça que ce n'est pas une surprise, on nous avait dit, en 2022, on se positionnera de manière déconnectée de ces périodes un petit peu particulières que vous avez connues en tant que telles. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pris cette décision, alors même que les indicateurs sont quasiment identiques entre 2021 et 2022. Pour autant, et c'est un des points de discussion qu'on a pu avoir avec la Cour, et en même temps, à un moment donné, il faut bien qu'elle prenne position, elle avait annoncé qu'elle le ferait, il faut bien voir que ces indicateurs, et notamment l'indicateur à 24 mois, mesurent une réalité très antérieure, puisque précisément, on regarde des dossiers 24 mois plus tard. Et donc, en fait, on regarde encore une période qui était particulièrement difficile et troublée par le Covid et par la réforme des aides au logement. Bon, cela dit, quand on regarde finement ce qui s'est passé, et c'est pour ça que l'argumentaire de la Cour est intéressant et que la réalité qu'elle décrit est intéressante à observer. On a des prestations, on délivre un nombre important de prestations, une trentaine au total, pour près de 100 milliards, si je schématise, d'euros de prestations par an. Toutes les prestations ont des caractéristiques différentes. Et certaines présentent des facteurs de risque, notamment par rapport à la qualité des données entrantes, très différentes. Lorsque vous avez des prestations qui reposent sur des données fiscales de N-2, 2 années avant, vous avez des facteurs de risque qui sont très limités, puisque vous avez de la part de nos allocataires, soit de la détention d'informations de notre côté, soit de déclaration de nos allocataires, des données qui sont très sécurisées et très stables, qui nous sont déclarées sur la base de vous prenez votre avis d'imposition et vous nous déclarez la case qui est en bas ou en haut, et c'est fini. Lorsque vous avez des données qui sont beaucoup plus instables en termes de connaissances et beaucoup plus complexes en termes de qu'est-ce que vous devez déclarer, bien évidemment, vous avez un facteur de risque et un risque d'erreur de la part de nos allocataires beaucoup plus élevé. Et une capacité pour nous, vu la masse des prestations gérées, imparfaite à vérifier, à contrôler l'intégralité des prestations, a fortiori avant de les verser aux allocataires. Parce que si on devait d'abord, en anticipation, tout contrôler, déjà ça supposerait un travail tout à fait colossal et un temps colossal qui ferait qu'on serait très en retard dans le versement de nos allocations aux allocataires. Donc on en revérifie un nombre conséquent, y compris par croisement avec des données ex post fiscales ou autres, mais on ne peut pas vérifier la totalité, on a tendance à vérifier ce qui est plus significatif en termes financiers également. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? C'est qu'on a eu 2 réformes importantes qui ont porté sur 2 prestations importantes, qui sont la prime d'activité et les aides au logement. Et ces 2 réformes ont eu un impact direct, immédiat sur nos indicateurs de risque. C'est-à-dire que
On a eu un doublement de la prime d'activité en 2019, dans le contexte des gilets jaunes, vous en souvenez. Et donc c'est une mesure tout à fait décidée par le gouvernement, qu'on met en œuvre sans aucune difficulté de principe. Simplement, quand du jour au lendemain, vous doublez la prime d'activité, qui est une des prestations les plus risquées en termes de qualité des données, puisque c'est une prestation très fraîche, très immédiate en termes de connaissance des données, et reposant beaucoup sur le déclaratif de nos allocataires, sur des agrégats financiers, j'y reviendrai, pas très clair de savoir ce qu'il faut déclarer, retrancher, etc. En fait, du jour où vous doublez la prime d'activité, vous impactez directement nos résultats en termes de risque. C'est-à-dire quand même on ferait la même activité, même en termes de risque, évidemment, vous avez un impact qui est beaucoup plus fort. Donc c'est très logique et statistique. Je veux dire, si demain, et personne ne prendrait cette décision, évidemment, mais si demain on décidait de supprimer la prime d'activité, nous deviendrions d'un coup, sans rien faire, largement meilleur sur notre prise de risque, puisqu'on aurait une prestation en moins à gérer, qui est une prestation entre guillemets risquée, qui est par ailleurs versée à bon droit à beaucoup d'allocataires, hein, mais qui, par ses caractéristiques, présente un niveau de risque plus élevé. Deuxième élément, vous avez eu en 2021, j'ai déjà fait allusion à la réforme des aides au logement. On a déjà parlé souvent. Aide au logement qui était précédemment la prestation la plus simple gérée dans le réseau des CAF. On l'a donnée aux débutants dans nos gestionnaires pour se former. Prestation qui était fondée sur des données fiscales de 2 ans avant. C'est exactement ce que je vous disais précédemment. Il y avait qu'à recopier la case qui allait bien. On a, pour de bonnes raisons et tout à fait légitimes, poursuivi une réforme qui visait à rendre plus contemporaines les ressources et l'allocation, en se fondant sur des données très récentes, allant jusqu'à 2 mois avant et de manière glissante. Voilà, mais c'est une réforme d'ampleur qui a suscité un certain nombre de difficultés dans notre réseau, vous le savez, en termes d'appropriation de systèmes d'information, de changement, et puis difficultés aussi pour nos allocataires qui, pour une part, n'avaient plus de données à déclarer, puisque nous, on détient ces informations par le DRM, mais pour une part, d'autres données avaient des choses à déclarer. Et donc les indicateurs de risque sur les aides au logement se sont considérablement amplifiés par cette réforme. Et si on prend ces 2 seules réformes, aide au logement, prime d'activité, les indicateurs, les évolutions des indicateurs et le doublement quelque part qui est mentionné par la Cour des comptes tiennent quasiment intégralement à ces deux réformes en tant que telles. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut juste constater cette situation, mais je voulais que vous l'expliquiez dans sa nature par rapport à ce qu'on peut mesurer et comporter là-dessus. Après, c'est ajouté à cet élément une difficulté pour nous, et je crois qu'il faut la poser clairement, dans un contexte de difficulté de qualité de service, avec la réforme des aides au logement difficile, avec un afflux de demandes, une augmentation du nombre d'allocataires, une tension sur les délais dans nos équipes, une difficulté évidemment à dire j'enlève des équipes qui sont là pour délivrer des prestations, pour les positionner sur le contrôle. Donc on avait en 2020 et 2021 plutôt procédé à des allègements de nos contrôles, très clairement, y compris en 2020 dans un contexte très particulier sur le fait qu'il y avait une intensité beaucoup moindre du contrôle, a fortiori sur les contrôles à domicile. Vous voyez bien qu'on a complètement arrêté les contrôles à domicile pendant une période, et on les a allégés pendant longtemps dans la période du Covid. On est revenu à des standards plus proches de nos objectifs sur ces sujets, mais c'est certain qu'on n'a pas non plus pu souhaiter déshabiller les équipes de production pour mettre l'accent encore plus fort sur les sujets de contrôle. Après, on a un débat avec la Cour des comptes que je trouve intéressant et que je vous livre, qui est, on a, y compris en 2022, été en deçà des objectifs de contrôle qu'on avait dans la Convention d'objectifs et de gestion en volume de contrôle, en nombre de contrôles, parce qu'on n'est pas revenu complètement à la trajectoire qui était celle qu'on aurait pu souhaiter. Mais pour autant, on a, et ceci explique d'ailleurs en partie cela, on a revu notre stratégie de contrôle pour avoir un objectif d'amélioration de l'effet du contrôle. C'est-à-dire qu'on a mieux ciblé nos contrôles, ce qui fait que chaque contrôle a un impact financier plus important que précédemment. On a nettement augmenté, ce qui fait qu'en valeur financière, on est au-delà de ce qu'on faisait avant la crise du Covid sur les contrôles. Par contre, on fait moins de contrôles. Alors, de notre point de vue, c'est une façon d'améliorer les choses, de mieux cibler les contrôles et de les cibler notamment sur les dossiers qui présentent le plus de risques financiers, et du coup de passer plus de temps sur un contrôle,
parce qu'on va prendre des dossiers un peu plus complexes, plutôt que d'aligner des contrôles qui ont peu d'impact. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que par rapport à nos objectifs tels qu'ils étaient formulés précédemment, et on va changer dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, on a un peu anticipé ce changement. Et donc la Cour des comptes, je constate que par rapport à ce qui était déterminé, on n'est plus tout à fait dans la volumétrie unitaire du nombre de contrôles qui était positionné. Donc, grosso modo, évolution de notre panier de prestations présentant davantage de risques, incapacité de notre côté à augmenter les effectifs considérablement et à augmenter la part des effectifs consacrés à cette fonction de contrôle. Il n'est pas tout à fait étonnant qu'on arrive à ces résultats statistiques que la Cour des comptes relève et note. Après, ça appelle néanmoins des points de réaction de notre part et d'action sur ces sujets qu'on avait déjà l'intention et déjà pour certains entamés, mais que la position de la Cour des comptes, encore une fois qu'on respecte, nous invite à intensifier. Il y a une action de moyen terme, enfin court moyen terme, et qui est l'action structurelle essentielle, et je vais y revenir après, qui est la solidarité à la source, qui est la réforme d'amélioration du problème à la source, du règlement du problème à la source. En réalité, voilà, je sais bien, qui est de se dire, plutôt que de massifier et d'intensifier autant que de possible des contrôles sur des données de mauvaise qualité, autant essayer d'avoir des données de bonne qualité dès le départ. Donc j'y reviens parce que c'est vraiment... et pour la Cour des comptes, d'ailleurs, c'est la trajectoire qu'il faut viser. Et je pense que dans sa position, il y a aussi une forme de message sur le thème. Il ne faut pas retarder cette réforme, il faut faire cette réforme qui avait été initialement annoncée un peu plus tôt, mais la difficulté des aides au logement a fait que il faut mieux prendre le temps de bien la faire. Mais donc je pense que la Cour des comptes est sensible au fait que cette réforme se fasse rapidement, mais j'y reviendrai. Pour autant, cette réforme, elle portera ses fruits progressivement. Et donc notre enjeu, c'est aussi comment on réagit, y compris parce que les indicateurs à 24 mois, vous voyez bien qu'ils vont durer longtemps, parce que les années où on va basculer dans la solidarité à la source et on va améliorer, j'espère, les choses, derrière, il faudra 24 mois plus tard y aller. Entre-temps, on contrôlera encore les dossiers qui n'auront pas été générés par la solidarité à la source. Et donc, on est engagé dans plusieurs actions. On est engagé dans quelque chose qui est important, qui est connexe, mais pas tellement, qui est l'amélioration de notre qualité de service aux allocataires et d'une trajectoire de rétablissement de notre qualité de service, autant que faire se peut, pour justement pouvoir équilibrer un peu plus nos ressources consacrées à la délivrance des prestations et nos ressources consacrées à la maîtrise des risques. Et puis on est engagé, on va adopter dans les jours qui viennent un plan de qualité, d'amélioration de la qualité de manière générale dans le traitement de nos prestations, qui vise à donner suite à un audit qu'on a fait sur la qualité de la délivrance des prestations l'année dernière, qui suppose un certain nombre d'actions très pratiques. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais on est en train de travailler avec notre réseau pour stabiliser les choses, et qui vise par ailleurs à renforcer la gouvernance, entre guillemets, c'est un terme bien fort, mais le pilotage de cette fonction qualité. C'est-à-dire qu'en gros, on est très focalisé, et c'est normal, sur notre qualité de service, sur les délais, sur la délivrance des prestations. Il faut qu'on arrive en même temps à être très focalisé sur la maîtrise des risques dans une proportion au moins équivalente, voilà, enfin, en tout cas très forte, mais ça renvoie derrière à des capacités de faire. Hein. Donc, voilà. C'est dans ce contexte-là qu'on a une convention d'objectifs et de gestion qui se négocie, qui prévoit que nous disposions de moyens supplémentaires. 1000 postes de TP supplémentaires, vous auriez? Alors non, je crois que il y a une petite confusion entre plusieurs chiffres, Monsieur le Président, si je peux me permettre. Mais à votre décharge, il y a plusieurs annonces gouvernementales concomitantes qui peuvent susciter un tout petit peu d'éclaircissement. Donc, pour ce qui concerne la branche famille, dans notre trajectoire d'effectifs, on aura, à l'issue de la convention d'objectifs et de gestion, 430 ETP en plus globalement par rapport à la fin de ce qu'a été nos effectifs fin 2022, sachant qu'eux-mêmes avaient déjà, en toute fin d'année, s'étaient vu rajouter 200 effectifs sur les pensions alimentaires par ailleurs. Hein, donc 600 au total effectifs complémentaires sur la branche famille à l'échelle de la COGE. Donc ce qui devrait nous permettre de faire deux choses: restaurer la qualité de service, la qualité du droit. Donc on travaille sur les deux volets en même temps, hein, délivrance des prestations pour les allocataires et amélioration, sécurisation du cadre de délivrance de ces droits et du juste droit. Et puis la conduite de projets nouveaux et complémentaires, la solidarité à la source, le service public de la petite enfance, la déconjugalisation de la hache, etc., etc. Donc on a des projets quand même très conséquents dans notre escarcelle et donc des besoins d'être appuyés dans ce contexte-là. Voilà. Par ailleurs, mais ça se croise en partie, mais par ailleurs le ministre Gabriel Attal a annoncé sur les sujets spécifiques de lutte contre la fraude
des moyens complémentaires dans les branches de sécurité sociale, globalement, d'où le 1000 qui est mentionné, mais qui dépasse. Exactement. Exactement. Puis je sais pas, j'ai compris. Voilà. Mais nous, du coup, sociale, exactement. C'est pour ça que j'étais prêt à m'approprier sans difficulté votre proposition, Monsieur le Président, mais je crains qu'elle soit plus large que ça dans sa réalité. Voilà. D'ici 2027. Tout à fait. D'ici 2027, donc. Exactement. Et donc voilà, nous on est sur des mesures de court terme. Et puis donc on est sur la mesure de court-moyen terme que j'évoquais, qui est pour nous le vrai horizon, c'est la vraie réponse à la situation décrite par la Cour des comptes, qui est la solidarité à la source, l'adossement sur le dispositif de ressources mensuelles pour les données entrantes, parce qu'en réalité c'est là que ça joue. Et donc c'est pour ça que nous, c'est l'investissement fort qu'on met sur ce dossier. Sinon on va toujours courir après la rectification, etc. Mais on n'y arrivera pas complètement. Donc là, l'espoir et l'ambition et la réalité de ce qu'on attend sur le DRM, c'est qu'on aura une qualité des données entrantes beaucoup plus forte, puisqu'on aura un montant d'aide sociale identifié par l'allocataire. Donc dans un premier temps, il saura, comme avec sa feuille d'impôt, ce qu'il doit déclarer. Et dans un deuxième temps, et dans pas longtemps, puisqu'on va l'expérimenter en 2024, puis le généraliser en 2025, déclaration pré-remplie. Et donc l'allocataire n'aura qu'à vérifier et valider sa déclaration de ressources, sans qu'il ait à se poser trop la question de je prends mon salaire en bas de ma feuille, je rajoute tel frais, voilà, et j'enlève les frais de restauration, je rajoute les frais, etc., qui dans la réalité est source de multiples erreurs, on le comprend de la part des allocataires, et de lourdeur, y compris pour nos équipes, pour rectifier, vérifier un certain nombre de choses ex post. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait, on internalise la complexité, parce que la complexité demeure, puisque les règles voilà, s'appliquent à différentes situations, il y a l'équité, etc. Elles sont différentes d'une prestation à l'autre, on ne peut pas tout harmoniser. D'un coup d'un seul, ça c'est certain. Et puis, voilà, la vie est complexe, les situations individuelles sont complexes. Quelque part, on internalise cette complexité en disant à l'allocataire, écoutez, voilà le résultat de ce que vous auriez pu calculer, mais qu'on vous met. Vous vérifiez quand même qu'il n'y a pas des choses qui nous auraient... Voilà, des informations qui ne seraient pas parvenues, etc. Mais normalement, c'est bon et normalement, c'est validé. Et donc, cet élément devrait logiquement nous améliorer considérablement nos indicateurs, mais pas demain matin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, quand la Cour va se pencher... Exactement, c'est comme ça que je le formulerai. Mais objectivement, à l'échelle de ce dont on parle, vous avez en tête le chantier du prélèvement à la source, qui est un chantier un peu miroir, puisque y compris les termes sont employés à dessein dans la même sémantique. C'est un chantier qui a pris du temps, mais sur lequel personne ne voudrait revenir aujourd'hui. Et donc, je pense que ce chantier, qui n'est pas après-demain, qui est vraiment après-demain, est vraiment ce qui doit nous permettre d'apporter des réponses sur notamment les prestations RSA, prime d'activité, qui sont les prestations les plus sensibles. Ça n'éliminera pas tout, parce qu'on n'a pas tous les éléments dans le DRM. On n'aura pas toutes les prestations, mais on aura sur les prestations les plus variables et les plus sensibles des informations beaucoup plus fiables à positionner. Donc pour nous, c'est l'horizon quand même qu'il faut atteindre, et on est vraiment en voie pour ce faire. Il y aura des difficultés, il y aura des ajustements, etc. Mais c'est un travail qui, pour nous, répond, et pour la Cour des comptes aussi, répond à ce qu'elle souhaite. Elle souhaite que ce soit le plus rapidement possible que ça se fasse. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur ce contexte et cette décision de la Cour des comptes. Très bien. Alors, vous avez parlé de la qualité des données entrantes. Ça, c'est l'élément déterminant. Et la qualité des données entrantes, on le sait que c'est compliqué quand même. Tout à fait. Vous aviez même sollicité à un moment l'Argicarco, puisqu'elle est spécialiste sur les données nominatives par rapport à l'URSSAF, l'organisme de recouvrement qui est spécialisé plutôt sur les données agrégées. Alors, qu'en est-il? Parce que c'est là qu'il faut avoir. Faut vraiment, si vous aviez des données nominatives, déjà, ça éviterait un certain nombre d'erreurs, à la fois sur le DRM et sur la DSN. Ça permettrait de corriger derrière ces erreurs pour l'ensemble des organismes. Franchement, il y a des pistes tout à fait intéressantes. Donc, qu'en est-il? Nous, on travaille là-dessus. D'ailleurs, je pense que Raymond va reposer des questions derrière. Parce que, voilà. Attends, je finis. Et puis, vous n'avez pas parlé du RSA. Sauf juste sur la fin, vous dites le mot RSA. Quand même, c'est bien. Bon, il n'a pas oublié, quand même, les prestations de RSA. Parce que... l'ancien président de département que je suis, voilà. Et on sait que c'est là qu'il y a aussi un maximum d'erreurs, d'indus qui pénalisent ces gens-là.
de fraude, bien entendu, mais de proportion moindre. Ouais. Après, on ne juge pas, mais il y a vraiment des efforts à faire parce que c'est pas possible de continuer comme ça. D'autant plus qu'il va y avoir la loi à la plein emploi qui modifie également un certain nombre de critères. Si on demande aux bénéficiaires de s'inscrire automatiquement à Pôle emploi, ce que normalement devrait être fait d'ailleurs, entre nous, moi, ça se faisait à une certaine époque, je vois que ça ne se fait plus forcément, ça va faire des critères qui peuvent là aussi générer effectivement un certain nombre d'erreurs. Alors quelle est votre position par rapport à tout cela? Parce que ça fait que textes législatifs les uns après les autres, on change la donne. Donc je suppose que c'est pas facile. C'est pas facile. Je ne dirais pas que c'est facile. Merci. Qu'en est-il? Merci de votre empathie, Monsieur le Président. Non, et en ce qui concerne les bénéficiaires de RSA, oui, alors, vos accès, votre stratégie. C'est en écho avec ce que je vous disais en conclusion, mais on a eu l'occasion de se voir et d'en parler la dernière fois sur ce sujet précis ou sur le thème d'utilisation du DRM pour bénéficier des ressources. Ça s'applique pour le RSA et pour la prime d'activité, donc c'est les deux prestations les plus lourdes et les plus fragiles par rapport à ces éléments déclaratifs de ressources très fraîches. Et donc nous, on est très attaché à cette évolution, on est très attaché aux étapes qu'on a posées, montant d'aide sociale, déclaration pré-remplie sur ce sujet, et très attaché du coup à la qualité de la donnée. On va remplacer une donnée entrante par une autre donnée entrante, c'est-à-dire qu'on va remplacer des déclarations des allocataires entre guillemets livrés à eux-mêmes sur ces sujets par des déclarations des allocataires facilitées par les déclarations pré-remplies et donc par la connaissance de ces données entrantes fiabilisées quelque part en lien avec la DSN et le dispositif que vous connaissez. Alors, de ce qu'on a commencé, puisqu'on a fait des expérimentations dans 5 CAF l'année dernière, on passe à 10 cette année, de calcul à blanc de qu'est-ce que ça donnerait si on utilisait le DRM versus le RSA, enfin la déclaration trimestrielle actuelle sur le RSA ou la prime d'activité. Donc c'est sans appel et sans surprise, on a une fiabilisation très forte des données sur ces sujets. On a eu la confirmation d'un élément dont on avait déjà parlé également, c'est que la fiabilisation est très forte à partir de M-2, M-3. Elle est beaucoup plus faible pour le M-1, c'est-à-dire le mois le plus frais. Ce qui nous a amené à proposer un changement qui a été décidé et qui est de décaler la trimestrialité à M-4, M-3, M-2 pour stabiliser complètement les choses, parce que le M-1 est source de plus d'allers-retours, plus d'erreurs, et de toute façon pour nous était trop court dans la délivrance des paiements et donc aurait conduit à proposer à l'allocataire une déclaration pré-remplie sur 2 mois sur 3 en lui demandant de remplir le dernier mois le plus frais. Et du coup, en risquant de faire les mêmes erreurs que ce qu'il faisait sur la déclaration sur 3 mois, et donc finalement, pas gagné grand-chose dans ce changement. Donc, déclaration de la période, décalage de la période de référence, et donc beaucoup plus de fiabilité dans les données. Après, ça n'élimine pas toutes les erreurs. On estime qu'il y a encore un volant d'erreurs qui peut exister, enfin, de délai de régularisation d'un certain nombre d'erreurs, qui, dans un système... Quand on compare avec les impôts, il y a beaucoup d'éléments de similitude. Il y a un élément de différence qui est fondamental, c'est que les impôts, il y a 1 an de référence. C'est-à-dire qu'en fait, une fois par an, quand il y a si vous avez, mettons, des erreurs sur un mois régularisées 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, ça s'équilibre. Voilà. Et puis, vous pouvez ajuster sur l'année suivante dans le décalage, etc. Nous, on nous demande une réactivité absolue de notre système social, ce qui est logique, mais ça veut dire que il faut avoir un trimestre et pour les trimestres suivants, se reposer sur le trimestre précédent de référence. Ce qui peut engendrer des fluctuations, même avec le décalage de la période de référence, des choses qui seraient erronées, que le temps qu'on rétablisse les choses donnerait une délivrance de droit pas tout à fait correcte par rapport à ce qui aurait dû être le cas. Et donc, notre enjeu, c'est, même si on améliore considérablement la qualité de la donnée entrante par le passage au DRM, c'est de fiabiliser complètement le DRM. C'est-à-dire que le peu qui restera d'erreurs, si on peut les éviter, ou en éviter la moitié, ou les 3/4, ou les 9/10, on se portera d'autant mieux. Et d'autant mieux qu'aujourd'hui, quand un allocataire se trompe et qu'on rectifie, et qu'on fait un indu, c'est désagréable, mais on peut dire à l'allocataire, vous vous êtes trompé dans votre déclaration, on va essayer de vous expliquer la prochaine fois, etc. Si demain l'erreur elle vient d'un tiers, c'est plus compliqué vis-à-vis d'un allocataire à qui on viendrait réclamer l'indu de la faute de son employeur ou de la faute de quelqu'un d'autre. Et donc ça suppose de fiabiliser au maximum. Et comme on a été les premiers utilisateurs du DRM pour les aides au logement, on a un petit peu appris aussi
du système, dans son industrialisation. On est, je pense, déjà meilleur aujourd'hui et je pense qu'on sera encore meilleur demain par l'articulation aussi avec les gens qui maîtrisent la donnée, d'où le travail que vous avez évoqué avec l'URSSAF Caisse Nationale, l'articulation avec Agir Carco, que toute cette sphère avec la CNAV qui gère le DRM soit dans une gouvernance qui permette d'identifier le mieux possible et le plus tôt possible là aussi les problématiques, sachant que quand vous avez une erreur déclarative d'un employeur par exemple sur un sujet, c'est rare qu'elle concerne un seul salarié, c'est-à-dire que souvent, et c'est toute la logique qu'Agir Carco a déployée, c'est plutôt les sujets d'erreur systémique sur telle ou telle données, sur tel ou tel aspect qui va faire que toute une entreprise ou tous les utilisateurs d'un logiciel le payent sur un sujet, il y a telle différence. Et donc d'identifier ces erreurs systémiques pour, de manière industrielle, les éliminer à la source là aussi, au-delà des cas individuels qui peuvent par ailleurs se poser sur des situations plus précises. Donc là, nous on est un peu utilisateurs de cette donnée, mais c'est important pour nous qu'elle soit maîtrisée par toute la chaîne de l'employeur à la gestion de la donnée sociale, quoi. Et donc on est toujours confronté entre la fraîcheur de la donnée, Oui. pour répondre, surtout pour une prestation, À la situation réelle. la situation effectivement des foyers, et la profondeur qui permet d'avoir une fiabilisation qui est bien meilleure. Exactement. Donc là, on a trouvé l'appel est parti en tête, 12 mois de profondeur avec un décalage d'un trimestre. En ce qui concerne la prime d'activité ou le RSA, c'est pas ça puisque c'est le trimestre. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, justement, pour ces trois types de prestations, trouver un équilibre entre fraîcheur et profondeur pour garder les 3 derniers mois et faire peut-être une profondeur sur 6 mois, par exemple, pour réduire, et garder les mois N-2, N-3 pour avoir quand même la fraîcheur, et faire que derrière, il y aurait une base justement de données entrantes qui serait véritablement pouvant correspondre aux 3 prestations et aller vers une unification un peu plus intéressante encore. Il faut penser à l'avenir, ouais, Tout à fait. Pas forcément tout de suite, mais anticiper, parce que là, Alors, de manière générale, que ce soit j'ai ces l'impression sujets... qu'il n'y a pas suffisamment d'anticipation dans tout ça. Chacun, l'APL, elle a été dans son couloir, ce qu'on peut comprendre, attention, je ne critique pas, je constate. Hein, on va aller dans le couloir pour la RSA, dans le couloir pour la prime d'activité. Alors, rassurez-moi. Je vais essayer, et puis surtout, vous me demandez de regarder vers l'avenir, donc je vais essayer de le faire avec vous, sur des sujets effectivement complexes, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des situations qui sont effectivement différentes. Un rapprochement néanmoins des périodes de référence, puisque avec la réforme des aides au logement d'un côté et ce qu'on est en train de faire sur le décalage de la période de référence, c'est le M-2 qui devient le même butoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on prendra ce dernier mois en référence, 3 mois ou 12 mois jusqu'à -13 pour les aides au logement, mais dans cette logique-là. Après, c'est un débat de fond et je trouve qu'il est intéressant, plus large d'ailleurs que les sujets de période de référence sur les unifications de bases ressources, etc. C'est un peu le débat autour du revenu universel d'activité, de toutes les composantes que ça peut receler. Et pas un débat simple, y compris parce qu'il peut avoir des effets redistributifs pas faciles à maîtriser et à anticiper. Derrière, néanmoins, je trouve qu'il y a une nature de prestations qui sont quand même assez différentes. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un logement, c'est rare que vous y rentrez pour 3-4 mois, et on prend quand même une période un peu plus large, disons, de considération de la situation, avec un changement qui a été opéré par la réforme néanmoins des aides au logement sur la variation trimestrielle des choses. C'est-à-dire que tous les trimestres, on recalcule votre aide au logement, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, vous aviez la stabilité pendant un an. Quand on discute avec les allocataires de leurs besoins, et ils ont besoin des besoins monétaires, mais le sujet de la stabilité est un sujet qui ressort très fortement. Alors, stabilité, ça veut dire stabilité de la prestation dans le temps, ça veut dire aussi, quand vous me versez de l'argent, vous ne venez pas me le reprendre après. Hein, d'où le débat sur les indus qu'on a par ailleurs. Mais c'est vrai qu'on voit que les variations trimestrielles sur les aides au logement ont quand même perturbé pas mal un certain nombre d'allocataires et des personnes qui les accompagnent dans ce contexte-là. Donc oui, je pense qu'il y a des éléments de simplification qu'on doit pousser plus loin. Oui, ça prendra du temps parce que ce n'est pas des sujets qui sont aisés et on a quand même des bases relativement souples. Après, quand vous perdez votre emploi, quand vous changez de revenu de manière assez nette,
RSA prime d'activité, c'est des prestations qui se veulent très réactives à ces situations-là, pour s'adapter à la vie, quoi, hein, quelque part, à ces variations. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est sur des périodicités très resserrées sur ces prestations. Vous prendriez le RSA sur 6 mois, a fortiori sur 1 an, bah, vous seriez obligé de mettre énormément de mécanismes correctifs, comme on en dispose, hein, sur des abattements, des neutralisations, des effets figés, parce que sans ça, vous n'arrivez pas à appréhender les ruptures de situation, qui sont en fait, en réalité, ce qu'on veut chercher le plus. Enfin, traiter le plus, parce que c'est là que la fragilité est la plus forte et que vous pouvez faire basculer quelqu'un dans la précarité très forte si vous ne l'accompagnez pas très vite, en prenant en compte très vite un changement de situation, hein, d'où les règles de neutralisation, d'abattement qu'on peut avoir sur certaines prestations. Mais je vous rassure, la complexité encore de quelques jours devant elle, parce que évidemment la nature des situations est très différente. Alors, Elisabeth Doineau, la rapporteure générale, a des questions. Merci, Monsieur le Président. Mais beaucoup de questions ont déjà été posées. Alors, en tout cas, moi, j'ai eu des réponses concernant la première partie de mon intervention. C'était sur votre réaction par rapport au rejet des comptes enfin, le refus de certification de la Cour des comptes. Et puis, j'avais toute une déclinaison, mais vous avez parfaitement répondu, Monsieur le Directeur. Donc, je vais m'attarder sur les places en crèche. Oui. Un autre sujet. Sur laquelle la Cour des comptes ne s'est pas prononcée dans cette certification. Oui, alors donc vous avez tout le loisir d'apporter votre réponse personnelle. Donc parmi les documents annexés au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale se trouvent les rapports d'évaluation de politique de sécurité sociale. Dans le cas du REPS famille, les indicateurs relatifs aux établissements d'accueil du jeune enfant, EAJE, s'arrêtent en 2019 ou en 2020. Oui, enfin, tout le monde n'a pas regardé encore les REPS, mais c'est vrai qu'on regardait ça avec l'administrateur cet après-midi. Beaucoup s'arrêtent en 2019-2020 et peu sont actualisés en fait. Mais bon, c'est la première année aussi où sont fournis ces éléments. Cela est particulièrement regrettable dans le cas justement de l'indicateur création nette de places en EAJE. Pourquoi c'est regrettable? Parce que le ministre vient d'annoncer un plan. Hein. Et là, on voit bien que ça s'arrête en 2020. Alors, on ne part même pas finalement de l'observation de l'année la plus proche. Bon, alors que la convention d'objectifs et de gestion, la COGE 2018-2022, avait fixé pour objectif à la CNAF la création de 30 000 places d'accueil supplémentaires nettes en EAJE. Pouvez-vous nous dire combien de places ont effectivement été créées sur le périmètre prévu pour ces 30 000 places? Et puis, la Première ministre a annoncé le 1er juin 2023 la création de 200 000 nouvelles places de crèches d'ici 2030. Cet objectif vous semble-t-il pouvoir être atteint et selon quelles modalités? Alors, j'ai eu l'occasion d'entendre en plus tout dernièrement une représentante élue d'une grande commune de la première couronne de Paris, Montrouge, et elle me disait son grand regret d'avoir fermé une crèche récemment, faute de personnel. Alors moi, je me demande vraiment comment on va arriver à créer 200 000 places de crèche, alors que déjà, sur 30 000, on ne sait pas combien il en a été créé. Voilà, monsieur le directeur. Merci Madame la rapporteure générale pour cette excellente question. Non, pas du tout. Sur les éléments d'appréciation et voilà, je pense qu'il manquait peut-être un peu de recul sur la fin de la convention d'objectifs et de gestion, et on fera mieux l'année prochaine collectivement avec les collègues des ministères. Globalement, pour vous simplifier l'appréhension qui peut être la vôtre, on aura créé sur la convention d'objectifs et de gestion précédente un peu moins de la moitié des places visées, hein, donc un peu moins de 15 000 net. Hein, et je pense qu'il faut important de comprendre, vous faisiez allusion à des situations de fermeture de places, c'est-à-dire que pour créer 15 000 places nettes, il faut quasiment créer le double quelque part dans le dispositif en brut. Hein, voilà. Selon les situations, etc. On a une période par ailleurs un peu particulière avec le Covid, même si on a fait des aides exceptionnelles au secteur qui ont permis de maintenir le secteur sur perfusion à un moment où il n'y avait pas d'accueil, hein, ou moins d'accueil, des perturbations, etc. Donc ont permis quand même, en réalité, de sauver beaucoup de crèches d'une disparition certaine, sans doute, mais c'était normal de le faire, bien sûr. Mais ça montre bien que la dynamique n'était pas
au rendez-vous complet de ce qu'on souhaitait faire, malgré l'énergie qu'on y a mise et malgré la disponibilité des moyens qui étaient les nôtres pour accompagner un certain nombre de projets là-dessus. D'où la contribution qui a été la nôtre aussi au débat sur le service public de la petite enfance et sur la façon d'accompagner une dynamique plus forte dans les prochaines années, avec la conscience des difficultés des collectivités locales, la conscience des difficultés démographiques. Parce que pareil que vous, je constate que c'est pas, le but c'est pas de créer des places vides, le but c'est d'avoir les professionnels en face et d'avoir les solutions qui s'adressent aux familles et que les choses fonctionnent. Et donc il va falloir changer un certain nombre de paramètres et de dispositifs pour que ça puisse fonctionner. C'est un des sujets, notamment la gouvernance, qui vous est soumis dans le cadre du projet de loi plein emploi, qui, dans son article 10, positionne les enjeux de ce service public de la petite enfance et la façon dont la gouvernance peut évoluer. D'autres aspects seront traités dans le cadre de notre convention d'objectifs et de gestion, puisque les aspects financiers sont traduits dans notre convention d'objectifs et de gestion et donneront lieu à traduction en termes de nombre de places des objectifs qui seront les nôtres sur la prochaine convention d'objectifs et de gestion, dont j'espère on aura la visibilité dans les jours et semaines qui viennent, puisqu'on souhaite l'adopter dans la première quinzaine de juillet à notre conseil d'administration. Donc vous voyez qu'on en est proche. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui, dans la situation dans laquelle on est, doivent nous mobiliser. Et c'est la Première ministre a d'ores et déjà annoncé qu'on disposerait d'1,5 milliard en plus sur la convention d'objectifs et de gestion sur la petite enfance. Donc les choses ne sont pas totalement finalisées, mais on voit bien que l'ambition, elle est là. Notre souhait est de pouvoir jouer sur les deux volets, qualité au sens large et quantité. Quelque part, il y a tout un débat autour de la qualité, autour du rapport de l'IGAS, autour de difficultés ponctuelles qui peuvent exister, mais c'est une situation. Mais derrière la qualité, je mets aussi la présence des professionnels, l'attractivité pour les professionnels et le fait qu'on ait des professionnels motivés et formés qui soient présents dans ces crèches. Donc il faut qu'on arrive à jouer sur ces deux volets, ce qui suppose un certain nombre de choses, mais ce qui suppose y compris d'avoir un travail sur les évolutions salariales dans le secteur et d'être attractif pour les professionnels du secteur, ce qui suppose d'amplifier les formations offertes aux professionnels de ce secteur, ce qui suppose de faire connaître les métiers en question et leurs évolutions. Et puis ce qui suppose ensuite, après, d'apporter des solutions et de structures, de financer et d'apporter des conseils en ingénierie aux territoires et aux porteurs de projets pour avoir davantage de solutions que dans la période récente à proposer. Donc, y compris de notre côté, de financer mieux un certain nombre de dispositifs, et notamment dans les territoires les plus fragiles, et notamment dans les territoires sur lesquels il y a un retard en termes de niveau de couverture et de solutions pour les parents qui sont les plus forts. Donc ça fait partie des curseurs financiers sur lesquels on travaille, et dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion, pour dire aux collectivités locales qui vont, par la loi en cours de discussion, se voir reconnaître le rôle d'autorité organisatrice sur ces sujets de petite enfance et d'information des familles, que la branche famille est là pour les accompagner, les conseiller, les financer sur ces projets de manière plus forte que précédemment pour faire bouger ces curseurs. Voilà. Après, je ne suis pas totalement sûr, mais peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à votre question, je ne suis pas totalement sûr qu'il faille comparer les un peu moins de 15 000 places nettes créées sur la COGE et les 200 000 qui ont été évoquées, qui ne sont pas stricto sensu, si j'ai bien lu et compris les annonces de la Première ministre, des places de crèche. C'est-à-dire que c'est des solutions d'accueil de manière plus générale et que selon la façon dont on compte, le brut, le net, le territorial, le collectif, l'individuel, voilà, nous, notre contribution peut être significative et voudra être significative sur des créations de places en crèche nouvelles, mais après, moins on démolit, on détruit de places par ailleurs pour des raisons de fermeture ou d'incapacité professionnelle, moins on a besoin d'en créer en brut pour en créer en net. Plus on accompagne le secteur, plus ça sera utile sur ces aspects-là. Et puis il y a le sujet de l'accueil individuel, qui est un sujet crucial parce que vous avez des réalités démographiques qui sont difficiles sur les assistantes maternelles, mais il y a des territoires sur lesquels les assistantes maternelles sont et demeureront la solution la plus forte. Et donc si on n'accompagne pas le maintien et le développement de cette offre individuelle et la complémentarité entre l'individuel et le collectif, on ne trouvera pas les solutions de ce point de vue-là. D'où la gouvernance aussi du service public de la petite enfance, c'est bien de penser global. Vous disiez tout à l'heure,
on pense de manière un peu cloisonnée sur les prestations. Il faut, sur l'offre de services aux familles, réfléchir aussi de manière globale à qu'est-ce qui est le plus adapté au territoire, aux demandes des familles et aux solutions qui existent. Donc c'est à ce prix-là et dans ce contexte-là qu'on pourra développer les solutions, sachant que quand on regarde et quand on regarde les enquêtes qui sont réalisées, l'adresse on a réalisé encore une récemment sur les attentes des familles, les besoins des familles. En réalité, c'est plus de 200 000 places qu'il faudrait créer par rapport à la réalité de la demande. Ça ne veut pas dire que 200 000 places, solution. Encore une fois, ça serait déjà très bien pour les familles, mais il y a un fort besoin et une partie d'accueil et de garde familiale des enfants qui est choisie, mais une partie qui est aussi subie, donc passe par manque de solutions ou par autocensure sur les solutions qui peuvent exister. Donc il faut travailler sur tous ces leviers en même temps pour améliorer les choses et apporter des réponses. Juste une correction, effectivement, vous avez raison, 200 000 places en crèche, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est 200 000 places pour les jeunes enfants. Ça peut être aussi dans les maisons d'assistantes maternelles. Ça a été précisé par la Première ministre. Et puis une suggestion, parce que la Première ministre a aussi fait des annonces pour les territoires ruraux. Et je pense que beaucoup de mes collègues, comme moi-même, nous rencontrons des difficultés par rapport à la prise en charge des micro-crèches. Selon les modes, voilà, directement aux parents ou directement à la structure, il y a des différences de prise en charge et beaucoup de communes se retrouvent, ou d'associations, familles rurales ou ADMR se retrouvent en difficulté. Il y a des gaps environ de 10 000 euros, mais pour une petite commune, c'est énorme. Si vous pouviez regarder et faire en sorte qu'il y ait une conjonction des planètes entre ce plan ruralité et ce plan de service de la petite enfance pour les territoires ruraux, ce serait vraiment formidable parce qu'on va finalement décourager les maires des petites communes qui font des efforts pour justement avoir ces services-là en proximité des familles et qui aujourd'hui se voient avec la flambée des prix, de l'inflation, de tout, eh bien, se trouvent en difficulté et risquent de renoncer aussi. Merci pour la remarque. Raymond de Poncémonge souhaitait intervenir et puis ensuite Cathy. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, enfin, juste très rapidement faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Enfin, sur les assistantes maternelles, on sait que sur le plan démographique, c'est une baisse à l'horizon 2030. Enfin, plus ou moins importante, mais moi j'ai entendu qu'ils étaient à 400 000 aujourd'hui et que l'âge, puis de différentes raisons de toute façon d'attractivité, peut-être d'attractivité ou non pas tout à fait d'ailleurs, on parle de 100 000 de moins, quoi. Donc quand on parle de 100 000, je pense que l'effort principal, sinon total, sera celui des crèches. Enfin bon. Mais bon, c'était une remarque. Oui, moi je voulais revenir, puisque vous avez pas mal parlé de la solidarité à la source. Et c'est vrai qu'avec René-Paul Savary, on est en train de finaliser un peu notre rapport. Par rapport à ce que vous disiez sur la qualité des données entrantes du dispositif de ressources mensuelles, on a souvent dit que par rapport au DSN, c'était un taux d'erreur de 2%. Depuis le temps qu'on entend le 2%, je veux dire, je me demandais s'il fallait un petit peu le réactualiser, c'est-à-dire si effectivement ce qui a été dit sur les enseignements qu'on peut prendre à l'Argicarco ou quoi, fait que on est quand même, parce que 2%, c'est quand même important pour la fiabilité de donc et c'est effectivement la fiabilité de la DRM effectivement est essentielle pour la solidarité à la source. Mais nous, quand on a eu les entretiens avec la direction générale de la cohésion sociale, comme avec la direction de la sécurité sociale, on a souvent dit, est-ce qu'il allait avoir en quelque sorte une augmentation des coûts par la baisse du non-recours? Enfin, pour moi, pour moi et René-Paul aussi Savary, c'était important que cette solidarité à la source agisse sur la baisse des 30%, enfin bon, selon quelquefois 50% pour la prime d'activité. Bon, sur le non-recours, mais on nous a dit que c'était largement, enfin, ce surcoût était largement inférieur, enfin c'est la DGCS qui a été très nette là-dessus,
aux économies attendues, et tant mieux, hein, de la réduction des indus et des rappels. Hein, voilà. Et bon, ils avaient surtout la DGCS, c'était très ferme là-dessus qu'à la fin, malgré les très bonnes motivations sur la réduction du non-recours, c'était quand même une réforme, et tant mieux, qui allait engendrer des économies par baisse de l'indu et des rappels. Et nous ont renvoyé à vous, hein, pour un petit peu, parce que vous avez des expérimentations à blanc. Alors une règle de 3 n'est peut-être pas très facile à partir de vos 5 CAF, etc. Mais eux, ils avaient l'air d'avoir un chiffre qui nous demandait en quelque sorte de valider auprès de vous, hein, pour savoir un petit peu, on peut avoir une estimation chiffrée quand même de ce qu'on peut attendre effectivement à terme de cette solidarité à la source, qui est surtout le pré-remplissage, vous en avez parlé, le montant net social, etc. Parce que dans la fraude, il y a beaucoup simplement des erreurs, hein, des erreurs de calcul dues à ce que vous avez dit, la complexité, voilà. Donc voilà, est-ce que vous allez pouvoir nous en dire plus? Parce qu'ils nous ont tenus un peu en suspense en nous disant de vous le demander à vous. Je les en remercierai à la première occasion. Oui, merci de votre question. J'ai tendance à être un peu prudent sur ce sujet pour plusieurs raisons. D'une part, on va faire une réforme assez progressive, par étapes successives. Je vous ai expliqué le montant net social, l'expérimentation dans quelques cas sur le pré-remplissage, puis la généralisation. Donc le moment de l'impact de tout ça est quand même encore un peu difficile à déterminer. Et la visibilité sur le résultat sur les indus et rappels sera progressif de ce fait-là aussi. Après, ce qui est certain, c'est que c'est potentiellement assez conséquent sur la partie, sur l'équilibre du rappel. Donc en somme des deux, ça fait des effets importants. Après, l'effet financier, entre guillemets, économie, il joue du différentiel. On a plus d'indus que de rappels, et donc l'effet joue dans ce sens-là. Donc ça, c'est un premier élément de prudence, c'est la progressivité, et du coup, comme c'est pas une réforme qui est faite pour ça, c'est une réforme qui est avant tout une réforme de simplification et d'amélioration du système de délivrance des prestations, je me méfie des effets d'objectifs entre guillemets très chiffrés sur ces aspects d'économie. Et après, le deuxième élément de prudence, c'est la difficulté pour nous de mesurer l'impact sur l'accès au droit, parce que pour le coup, vous avez raison, c'est aussi une réforme d'accès au droit et par la simplification, et par des campagnes d'accès au droit qu'on va pouvoir réaliser par l'utilisation du DRM. Pour autant, c'est forcément des effets très progressifs là-dessus. Si je prends un des éléments qui, quand on discute, quand on regarde les enquêtes qu'on fait auprès des allocataires, joue. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du sujet stabilité des droits. Je pense qu'un des éléments qui joue dans des faits que des personnes nous demandent ou pas des prestations, notamment dans les personnes qui sont dans des allers-retours entre l'emploi, la prestation, l'emploi, etc., c'est des expériences très négatives que des gens ont pu avoir je reçois une prestation et puis un an après on vient de demander 12 mois d'indu sur cette prestation pour des montants qui au mois le mois sont pas forcément énormissimes, mais quand vous les multipliez par 12 pour des niveaux de vie qui sont relativement faibles, deviennent tout à fait pénalisants en réalité. Et donc des gens qui ne sont pas des gens qui sont forcément en inactivité permanente pendant des mois et des années et qui du coup vont se dire je ne vais pas aller chercher 50 euros, 80 euros ou 150 euros alors que je ne suis pas sûr de pouvoir les garder. C'est typiquement la cible des gens dont on peut se dire que à l'avenir ils pourront revenir, ou d'autres personnes qu'on aurait découragées à l'avenir, on ne va pas les décourager et pourraient rester dans les dispositifs. Mesurer ça et mesurer les effets de changement de comportement par rapport à ce type de public, c'est très compliqué en réalité. Et ça sera très progressif. Et ça fait, vous disiez, ça fait des années qu'on parlait de 2% sur la fiabilité. Ça fait des années qu'on parle des 30% de non-recours sur un certain nombre de prestations, même si, par exemple, sur la prime d'activité, on a un recours qui a été considérablement amélioré par rapport à ce qui existait avant sur le RSA activité et les dispositifs antérieurs. Voilà, et donc je pense que ces effets ils vont jouer progressivement, mais qui peuvent être progressivement assez intéressants et assez massifs, et aussi jouer dans l'autre sens par rapport voilà. Donc c'est pour ça que sur ces deux raisons, moi je préfère être prudent dans ces chiffres. Eh ben non, je peux parler encore plus longtemps tout en donnant pas de chiffres si vous voulez, mais non, les expérimentations. Ben oui, je sais, mais.
avez dit qu'on nous donnerait un chiffre. Mais pas, moi, je vous ai pas dit ça. Parce qu'effectivement, les indus, c'est pas simplement ce qu'on repérait, mais il y a l'avantage, c'est qu'il y a des indus qu'on ne repérait pas. Quoi, hein, Appuyez sur le micro, madame Raymond. Donc, la plage, on raisonnait jusqu'à présent indu et rappel, mais sur les éléments contrôlés, quoi. Alors que là, l'automatisation, enfin la façon dont ça va être fait, C'est par extrapolation qu'on voilà, peut déterminer le champ ces va chiffres. être beaucoup plus large. Mais Ouais. vous avez quand même fait une expérience à blanc. Moi, je suis d'accord sur le fait que le non-recours, avant de remettre la confiance dans etc., ils l'ont dit, hein, ça sera point par point qu'on va gagner On ne les connaît pas. ouais, le bien non-recours. sûr. Par contre, les indus et rappels, ça va être quand même relativement plus vite. Enfin, C'est pour ça que ah ça oui. va ramener une et vous pouvez dire qu'effectivement, c'était pas le but, mais avec peut-être aussi les marges peut-être libérées, on peut faire des campagnes d'information, enfin, on peut faire autre chose. Donc, si on fait des économies, elles peuvent être utilisées de façon vertueuse. Mais sur vos expérimentations à blanc, vous devez quand même avoir déjà une première appréciation de... Oui, mais, Vous dites pas tout, monsieur le directeur, non, je le sens. je vous dis ce que encore une fois, j'ai trop de respect pour la représentation nationale et pour les choses qui peuvent être trop J'espère fixées bien, là on pour n'a jamais donner des trop, chiffres ça, un peu on à n'a leur jamais porte-pièce, trop. voilà. Et donc je préfère ne pas vous donner des chiffres dont on pourrait se dire tiens c'est ça la référence et qu'après on constate Non, que mais c'est plus, si c'est on moins, fait une etc. expérimentation, c'est pour avoir des chiffres. Oui. On nous dit il y a un problème de non-recours. Non, c'est pas. C'était 30%, on doit pouvoir le réduire. Il y a le problème d'indu, on sait le réduire. Bien sûr. On doit avoir Dans l'expérimentation. une première estimation quand même. Dans Une l'expérimentation tendance, est pas c'est vrai f- ou c'est pas vrai déjà. Alors c'est vrai qu'il y a ce phénomène et c'est vrai que ça peut générer ce type d'économie. Non, l'expérimentation n'est pas faite pour estimer les choses d'un point de vue chiffré, elle est faite surtout sur les pratiques, c'est-à-dire sur Sûr. ce que ça induit, quels sont les points de vigilance, quelles sont les réalités déclaratives qui sont aujourd'hui très mal déclarées et du coup peuvent induire des changements. Elle nous a été très utile cette expérimentation pour documenter le M-1 qui est très instable et du coup aider à la prise de décision sur ces sujets. Mais en réalité, c'est plus par des approches statistiques un peu théoriques en réalité qu'on peut essayer d'approcher ces phénomènes. Mais encore une fois, c'est pour ça que je parle d'approcher. Voilà. Mais après, c'est potentiellement plusieurs centaines de millions d'euros qui peuvent être concernés, mais dans une proportion, encore une fois, que moi je préfère pas chiffrer de manière trop précise parce que ça peut être incertain. Mais quand vous aurez 10 caisses, vous pourrez déjà avoir un estimatif en pourcentage de ce qu'on peut réduire comme non-recours. Oui, Non, pas encore. ouais, peut-être Peut-être pas un peu mieux progressivement. précis. Ce serait bien parce que si on veut. Et le 2%, alors, est-ce que ça s'améliore? Alors, Est-ce que- 2%. ouais. Alors, là aussi, nous, on n'est pas, on est utilisateurs, hein, donc Oui, ces 2%, on les a en tête Oui. et on les ont été partagés. C'est l'ordre de grandeur. Encore une fois, c'est très inférieur à nos pourcentages d'erreurs sur RSA et prime d'activité. Hein, c'est que on peut avoir des niveaux d'erreur à des pourcentages à 2 chiffres et très significatifs sur la prime d'activité notamment. Et donc 2% c'est beaucoup, mais c'est à comparer avec là d'où on vient. Hein, et donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand à la fin, si on arrive à 2%, ben on essaiera de faire moins. Parce que si on peut éliminer une partie de ces erreurs, ça sera toujours une façon d'améliorer le système. Voilà. Mais on aura déjà un saut de fiabilité très important entre le déclaratif d'aujourd'hui et les remontées du RM, même avec ces 2% d'erreur. Avant de passer la parole à Cathy, moi, on me dit que la DGCS et la DSS nous disent. Ils nous disent. Ah, mais C'est vrai, ils sont mieux que passés la que nous. CNAV, votre premières estimations. Alors, il faudra leur dire que vous les avez pas, Très bien. les estimations. On leur dira. Parce que. Hein, faudra leur rappeler. Parce qu'ils nous disent ces choses-là. Je le rappellerai. Hein, voilà, nous on a voulu les croire, vous voyez, il faut que notre confiance soit vraiment imitée. Non, mais tant mieux, Vous parce avez- qu'il y a plein de choses à faire. Il Hein. faut vraiment, il faut éclaircir ça. Hein. Ouais. Cathy. Ouais, moi, c'est finalement, il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées. Alors, moi, je vous remercie, hein, Monsieur Grivel, parce que finalement, vous répondez toujours à nos questions. C'est vrai, avec beaucoup de, hein, toujours. Et puis, Ce directeur est venu avec ses réponses. c'est souvent concret.
Je regrette quand même que vous ne nous donniez pas les chiffres que nous attendions Tout se passait bien. sur l'expérimentation à Blanc. Mais bon, allez, hein, comme vous ne les avez pas, dès que vous les avez, on ne doute pas, vous nous les transmettrez. C'est promis, je connais votre adresse. N'hésitez pas, on reste... non, en tous les cas, pour être un peu plus... voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les standards téléphoniques de la CAF, comme les standards téléphoniques de Pôle emploi, désespèrent tout le monde. Et ça crée évidemment beaucoup de colère. Il vaudrait mieux, à la limite, qu'il n'y ait pas de standards téléphoniques parce que ça crée plus de colère chez les habitants et chez les gens parce que finalement, quand on s'adresse au service public en règle générale, hein, ce n'est pas... Mais en tous les cas, on n'a pas de réponse. On appuie sur 1, sur 8, sur 20, sur 24. Et finalement, au bout d'un moment, ça finit par couper. Et tout le monde est quand même très insatisfait de cette façon, eh bien, finalement, d'être reçu ou de n'être surtout pas reçu. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans l'avenir, vous pensez travailler sur les jeunes, je pense aux étudiants, aux apprentis qui touchent les allocations logement, qui sont confrontés à des réelles difficultés, parce que vous savez que les propriétaires doivent donc envoyer tous les trimestres, ou tous les mois même, la quittance de loyer acquitté des jeunes, que les bailleurs publics le font sans problème, mais que les bailleurs privés eh bien, ne répondent pas toujours à ces obligations, et que ces jeunes qui parfois, on l'a bien vu pendant la crise du Covid, hein, les étudiants, les jeunes, les apprentis ont été victimes du Covid. D'abord, ils faisaient la queue, il faut se souvenir, pour plusieurs, dans les associations caritatives. Et donc, moi, j'ai le tour dans mon département de beaucoup de jeunes, où finalement, les propriétaires privés envoient les factures quand ils ont le temps. On leur coupe la CAF, enfin, on leur coupe l'allocation au logement, excusez-moi, et ça met 3-4 mois à se rétablir, hein, parce que le temps que ça coupe, le temps qu'on rétablisse, etc. Et ils se retrouvent dans des situations très, très, très compliquées. Sans APL, donc ils viennent dans nos permanences crier au secours. Moi, j'envoie un courrier par la CAF, un courrier ou 2 courriers ou 3 par semaine, pratiquement. Vraiment, et je trouve qu'il faudrait peut-être travailler à ça, parce que ces jeunes sont victimes, finalement, parfois du non-sérieux des propriétaires privés qui n'envoient pas les quittances de loyer. Alors, il faudrait peut-être regarder pour gérer un peu différemment les choses. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais commencer par répondre à la question que vous n'avez pas posée, mais sur le sujet téléphonique, parce que vous avez quand même pointé les difficultés des téléphoniques, et je pense que vous avez raison de soulever ce point, qui est un point de complexité et de résultats insuffisants de manière générale dans la période récente. Dans le contexte global des difficultés que j'ai décrites, notamment sur 2020-2021, on a fait plus de 30% de sollicitations téléphoniques depuis le Covid, hein, et c'est pas redescendu. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement des comportements aussi. Et évidemment, on n'a pas fait plus 30% d'effectifs sur ces fonctions-là, même si on a renforcé la fonction téléphonique en tant que telle, et qu'on a par ailleurs fait un mix entre notre réponse métier, professionnelle, experte sur ces sujets qu'on a maintenus, et un petit bout d'externalisation de réponses téléphoniques simples, notamment pour des non-allocataires qui veulent avoir des renseignements génériques, pour alléger les choses. Ce qui fait qu'on a eu des chiffres très dégradés pendant 2 ans sur la réponse téléphonique. On est revenu à des standards plutôt corrects ces derniers mois, mais insuffisants par rapport à ce qu'on vise, c'est-à-dire qu'on est plutôt à 80% de réponses in fine, là où on voudrait se rapprocher de 90%, quoi, grosso modo. Mais ce qui peut générer des temps d'attente, des délais selon les heures auxquelles vous appelez, de la réitération, etc. Ce qui renvoie à 2 sujets, à comment on améliore cette réponse téléphonique en tant que telle. Parce que vous le disiez, et je conçois la façon de l'exprimer, il ne faudrait mieux pas qu'il y ait une réponse téléphonique. En réalité, je pense qu'il faut quand même qu'il y en ait une, parce qu'on répond quand même à beaucoup de gens, et ces gens, ils ne viennent pas au guichet, ils ont un besoin différent, et donc si on ne leur répondait pas, voilà, j'ai bien compris, mais non, mais je comprends ce que ça vous voulez dire, mais voilà. Donc là, il y a un premier élément qui est comment on améliore cette réponse téléphonique en tant que telle. On avait des gros soucis, y compris d'outils. On est en train de se doter d'un outil de meilleure qualité sur ces sujets-là pour fluidifier et aussi être en capacité mieux qu'avant
de prioriser le niveau de réponse par rapport à la typologie des questions. Il y a beaucoup d'appels de réassurance de gens qui veulent être sûrs qu'on va leur verser l'argent le mois prochain, etc. Voilà. Donc comment on peut les réassurer d'une autre façon autant que possible, et comment on peut aussi faire en sorte que les demandes les plus complexes soient orientées tout de suite vers les personnes les plus expertes pour leur répondre, et que les gens aient du premier coup la bonne réponse. Donc on va améliorer les outils là-dessus, améliorer là aussi les moyens qu'on y consacre dans la mesure de ce qu'on pourra faire. Et il y a un deuxième sujet qui est comment on évite que les gens appellent, au sens comment ils ont la réponse du premier coup, je le disais, comment on est plus proactif dans la stratégie téléphonique, c'est-à-dire comment, plutôt que d'attendre que les gens nous appellent avec un problème, notamment de situation d'interruption de droit, des choses comme ça, comment on a commencé à le faire, mais c'est une question là aussi de capacité à faire, de moyens, comment on est dans la proactivité pour appeler les gens avant qu'ils aient un problème, en disant si vous ne renvoyez pas telle pièce à tel moment, vos droits seront interrompus, donc dépêchez-vous de faire ça. Comment on vous accompagne là-dessus? C'est des choses qui sont très appréciées des allocataires quand on arrive à le faire et quand on arrive à le structurer, et on souhaite vraiment être dans cette logique plus forte, parce que ça peut éviter 3 ou 4 appels de la même personne ensuite, qui va engorger les standards si on lui a prévenu sa difficulté. Voilà. Ça renvoie à votre deuxième question sur la prévention des difficultés sur les APL. Alors, en fait, il n'y a qu'une seule campagne, enfin, il n'y a qu'un seul moment annuel où on a les loyers à déclarer, qui est le mois de juillet, de la part des propriétaires, et on attend le mois de janvier pour interrompre les droits si on n'a pas les choses. Donc le sujet, c'est l'intensification des contacts là aussi avec les propriétaires qui ne déclaraient pas entre juillet et janvier la situation, sachant que normalement ils ont quand même intérêt à le faire puisque c'est ce qui aide la personne à payer son loyer. Et donc il y a des risques de non-paiement de loyer si voilà, mais toutes les situations de la vie existent et peuvent se sauver. Ouais, allez-y. Mettez votre micro, je crois. Il y a parfois des cas compliqués parce que moi, je vois, j'ai reçu par exemple une jeune fille, plusieurs, elles étaient 3 d'ailleurs. Le propriétaire privé a envoyé janvier, février, mars, il a oublié avril, il est repassé à mai, juin, juillet, août, et on lui a coupé quand même 4 mois. Elle a beau expliquer à la CAF que finalement elle avait payé, c'est parce que le propriétaire avait oublié une seule quittance de loyer qui arrivait entre deux. Et eh bien, elle a quand même été coupée. Et pour que je puisse l'aider à rétablir ses droits, ça a duré 5 mois. Tu n'es pas efficace. Je le sais que je vais être efficace. Alors, Raymond, encore. Oui, Raymond, parce qu'on arrive à la fin. Oui, une petite question, c'est par rapport. Oui, une faisabilité technique, et pas une opinion, enfin une faisabilité politique, mais dans le projet de loi plein emploi, là, il va y avoir quelque chose qui n'existait pas, à savoir une suspension de RSA, et puis si la personne revient dans le droit chemin, je serais tentée de dire, on lui versera de façon rétroactive, enfin on reprendra les mois qu'on a suspendus, etc. Et nous... Oui, mais je me disais par rapport à la solidarité à la source, enfin, on parlait de fraîcheur, profondeur, etc. Enfin, est-ce que le système supportera tu dis ça le fait déjà d'avoir une rétroactivité? Je crois pas trop. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire on coupe, par exemple, au mois de février. Bon, s'il rentre, eh bien, on lui remet en mars. Tandis que là, pendant 2 mois, il peut ne pas l'avoir. Et puis, s'il fait des signes, on lui redonnera. Et je me disais, est-ce que ça va pas... c'est technique, est-ce que je vous demande... Je vous demande pas votre avis, bien sûr, politique là-dessus. Mais est-ce que ça va pas, en quelque sorte... rentrer en contradiction avec tout ce qu'on a dit et ce qui va être la solidarité à la source et son automaticité. Est-ce que c'est faisable, quoi, techniquement? Alors, on est en cours d'expertise technique, donc je répondrai rapidement le fait que voilà, ce travail est en cours, y compris dans la compréhension fine de ce qui est souhaité, parce que le texte de loi ne dit pas précisément les choses sur comment ça va marcher. Derrière, il y aura des textes réglementaires, donc on n'est pas encore à la traduction complète des choses. Non, mais parce que c'est pas tout à fait la même chose de savoir si ça peut, enfin, la durée possible de cette période, combien de temps elle peut durer. Est-ce que c'est plusieurs mois? Est-ce que c'est différent? Enfin, ouais. Donc tout ça, il faut affiner un tout petit peu sur ce que ça signifie en tant que tel. Sachant... Non, mais vous avez raison, c'est un vrai sujet, on l'a posé, on l'a soulevé, et donc on essaie de comprendre exactement ce qui est attendu pour pouvoir,
dans quelle mesure on peut le traduire dans nos dispositifs, sachant que le RSA, c'est pas tout à fait l'allocation chômage qui est un calcul, le mode de calcul journalier. Et donc le RSA n'est pas calculé par jour en réalité. Donc il y a peut-être aussi un schéma qui n'est pas tout à fait le même à penser et à décliner. Voilà. Donc c'est une bonne question dont la réponse n'existe pas encore. Il va falloir voir comment ça réagit. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Au plaisir à vous. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer les estimations chiffrées.